Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers téléspectateurs, je suis heureux de vous retrouver et en compagnie de Jacques-Marie Morane. Bonjour cher monsieur. Bonjour monsieur. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs et ils vont tout de suite comprendre de quoi nous allons parler. Vous êtes ingénieur centralien de formation, vous êtes conférencier, auteur de la physique du climat, voilà, les choses s'annoncent, administrateur du site climatvérité.net et membre d'origine de l'association des climato-réalistes. Avec un tel pedigree, nos téléspectateurs auront compris que votre livre, que voici, est pas traité du climat. Positionné. Mais je voudrais souligner pour nos téléspectateurs que, n'étant pas scientifique, j'ai été passionné par votre bouquin. Il est très didactique. On comprend bien, on rentre facilement dans les explications. Alors, votre modestie va en souffrir, mais je n'ai pas encore donné le titre. Climat et CO2, décryptage d'une manipulation. Et le sous-titre, comment transformer un optimum climatique en catastrophe économique. En effet, et ce sera ma première question, optimum climatique, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Eh bien, nous vivons sur Terre à peu près tous les 1000 ans un optimum climatique. Le dernier connu, c'est l'optimum médiéval, Oui. qui a donné lieu à la construction des cathédrales. Donc c'était une période particulièrement faste, où les récoltes étaient abondantes, les gens avaient de l'argent, et ça a permis de construire ces choses magnifiques que sont les cathédrales à l'époque. Voilà. Mais si on remonte 1000 ans en arrière, on a eu l'optimum romain à ce moment-là. Et c'est une période, par exemple, où Hannibal a traversé les Alpes avec ses éléphants. Et les éléphants, en général, ils n'aiment pas beaucoup la glace. Ils n'aiment pas tellement le voilà, exactement. Ça a été quand même une hécatombe chez les éléphants. Oui, en effet. Et puis, 1000 ans avant, on avait eu l'optimum minoen, qui était un petit peu plus long, etc. Donc, à peu près tous les 1000 ans, on a un optimum médiéval, on a un optimum climatique. Climatique, oui. Et c'est qui se caractérise par une abondance des ressources, une abondance que l'on constate aujourd'hui, d'ailleurs. Absolument. On arrive à nourrir, vous le dites, à peu près 8 milliards d'humains. Alors, quand il y a des famines, c'est plutôt les guerres et les révolutions. Absolument, oui, absolument. Le manque absolu de ressources. Ouais. Mais alors, justement, vous posez la question, comment transformer cet optimum économique qui nous est donné par le réchauffement relatif de notre climat en catastrophe économique? Eh bien, en manipulant les foules, essentiellement. Alors, comment on les manipule? En fait, moi, je trouve qu'il y a trois éléments qui ont contribué à la manipulation des foules, c'est-à-dire des choses qui ont été diffusées très largement et qui font que tout le monde a été imprégné de ce catastrophisme. La première de ces courbes, c'est ce qu'on appelle la courbe en crosse de hockey. Oui. Parce qu'elle a une forme comme ça, où brusquement elle monte, qui montre que la température était stable depuis à peu près l'an 1000, et que tout d'un coup, au XXe siècle, elle s'est mise à monter de façon vertigineuse. Ça, c'est le premier élément. Oui, avant que vous passiez aborder le deuxième élément, vous citez quand même des périodes de ce XXe siètre où, au contraire, il y a eu des baisses de température. Entre 1950 et 1980. Absolument. On a même parlé à l'époque d'une période froide et on craignait un refroidissement de la Terre à l'époque. Ouais. Voilà, donc... Voilà. Bon. Pardon de vous avoir interrompu. Non, je vous en prie. Le deuxième élément, c'est une courbe qui est issue des carottages de glace et qui montre que... donc là, en l'occurrence, ces courbes ont été faites par Jean Jouzel, qui est bien connu, qui a été numéro 2 du GIEC, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et qui montre, en analysant les bulles d'air qui sont contenues dans ces carottages de glace, qui remontent quand même à 400 000 ans, on creuse jusqu'à plus de 3900 mètres de profondeur. Dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique, oui, à Vostok. Et qui montre qu'il y a une corrélation extraordinaire, spectaculaire, entre le CO2 et la température. Voilà. Et donc, on montre par là que, finalement, chaque fois qu'on a une augmentation du CO2, eh bien, on a une augmentation de température. Donc, vous n'êtes pas de ces gens qui disent qu'il n'y a pas d'augmentation de la température. Vous la constatez. Mais plus personne ne dit ça. Je crois que réellement, plus personne ne nie que la température augmente et que le CO2 augmente. Le scepticisme n'est pas là-dessus. C'est pas sur ces points-là. Voilà. La température, elle a pris 1,2 degré depuis le début du XXe siècle. C'est ce que dit le GIEC. Et je ne conteste absolument pas ce que dit le GIEC là-dessus, parce que je n'ai pas de raison de mettre en doute les mesures de GIEC, surtout quand on regarde les mesures satellites ou les mesures des stations météo dont on peut parler. Mais enfin bon, c'est à peu près ce qu'elles montrent. Alors, avant de poursuivre sur nos investigations sur CO2
Ce Pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal, pour reprendre M. de La Fontaine. Mais justement, vous allez nous dire que le mal ne vient pas de lui. Mais il y a une préface de Philippe Herrlin. Oui. Et la préface de Philippe Herrlin, que nous avons reçue très souvent à ce plateau, Philippe Herrlin est économiste, et il souligne le fait que, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que ça va nous coûter un pognon de dingue, comme dirait un certain président de la République. Oui. Ça va nous coûter des fortunes. Eh bien, c'est simple, le président de la République a lui-même prévu pour 2024 un budget de 40 milliards. Ouais. Je rappelle à tout hasard qu'on a aujourd'hui un déficit de 150 milliards, un déficit budgétaire de 150 milliards par an. Et une dette de 3100 milliards. Une dette de 3100 milliards, et que si simplement on supprimait les dépenses d'encouragement à la lutte contre le CO2, et bien finalement, on se retrouverait avec un budget qui serait près des 3%. On aurait un déficit qui serait près des 3%, qui sont finalement le plafond accepté par l'Europe. Le plafond accepté par l'Europe. Donc, et alors, on a beaucoup de mal à trouver 1 milliard ou 2 par-ci, par-là, alors qu'il suffit d'enlever ces 40 milliards pour ne plus avoir de problème. Alors, vous allez nous démontrer, et vous démontrez tout au long du livre, que finalement, la France se soigne pour une maladie qu'elle n'a pas. Oui. Et qu'elle va dépenser énormément pour cela. Mais avant tout, revenons sur ce Pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal, ce fameux CO2. Mais vous dites le CO2, c'est la vie. Le CO2, c'est la vie. Le carbone est ce que j'appelle un atome miracle. L'atome, c'est le seul atome qui puisse se lier absolument avec n'importe quoi. Vous pouvez faire une molécule. Vous pouvez faire une molécule, à partir du carbone, vous pouvez faire n'importe quelle molécule ou quasiment. D'accord. Et il n'y a pas une molécule du corps humain ou de la végétation qui ne contienne pas de carbone. Pas une seule molécule qui ne contienne pas de carbone. Le carbone est absolument indispensable à la vie. Et les végétaux ne peuvent aller le chercher que dans l'atmosphère. Oui, ils n'ont pas d'autres sources. On ne trouve pas du carbone, les végétaux ne trouvent pas du carbone dans la terre. On trouve de l'eau, des nutriments, mais pas du carbone. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent que planter un bois, c'est un puits à carbone. C'est un puits à carbone, absolument. Voilà. Alors, donc ce fameux CO2, qui est à l'origine de la vie sur Terre, ça vous le dites, mais en annonçant les choses ainsi, vous êtes un blasphémateur. Parce que tout le monde dit que c'est un polluant. Ben voilà. Oui. Alors, polluant ou origine de la vie ? Écoutez, moi, un polluant, c'est quelque chose, c'est un gaz ou c'est une matière qui a des effets négatifs. Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé un effet négatif du CO2. On ne mourra jamais parce qu'on a trop de CO2, parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Faut pas rêver. Donc c'est pas un polluant, c'est pas un poison. On ne peut pas s'empoisonner au CO2. On peut pas, sauf dans des concentrations, complètement démesurées. Mais CO2, c'est dioxyde de carbone. C'est le dioxyde de carbone. Il ne faut pas confondre monoxyde de carbone. Ah oui, qui lui est toxique. Lui, il n'est pas asphyxiant, il est toxique. Toxique. Ah oui. Vous pouvez mourir du monoxyde de carbone sans même vous en rendre compte. Alors la question maintenant, c'est, vous nous avez dit du bien du CO2, et vous avez constaté quand même l'augmentation de la température. Absolument. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ? Alors il y a une corrélation, mais qui dit corrélation ne dit pas liaison de cause à effet. Et quand on analyse un petit peu ce graphe, où on montre bien les oscillations, à peu près tous les 100 000 ans, il y a à peu près un optimum, et puis ça a une glaciation, et puis une remontée de trucs, on s'aperçoit en fait, si on zoome, que d'une part, la température suit le CO2, et non pas le contraire. La température suit le CO2. Suit le CO2. C'est-à-dire donc, elle est antérieure en termes de causalité. Elle est postérieure. Postérieure, pardon. Non, la température est antérieure au CO2. Au CO2, d'accord. Donc, s'il y a une liaison de cause à effet, elle va de la température au CO2. Ah oui, d'accord. Et en fait, ce graphe qu'on présente tout le monde, que Al Gore a présenté à l'envi, etc., que Jean Jouzel, on en parlait, a présenté à l'envi, ce graphe démontre exactement le contraire de ce qu'il veut montrer. Parce qu'en plus, quand on rajoute dans ce graphe, par exemple, les pourcentages, les proportions de méthane, les proportions de méthane suivent exactement les mêmes courbes. Ah oui. Alors, je veux bien imaginer que le CO2 puisse être la cause de la température, mais qu'est-ce qui cause l'augmentation du méthane et qu'est-ce qui cause les évolutions du méthane ? C'est un mystère. Donc, la seule cause commune possible, c'est la température, qui joue probablement sur la température des océans et donc la capacité aux océans de désorber les gaz qu'ils ont dissous, parmi lesquels il y a le CO2, il y a le méthane, etc.
D'accord. Et quand on regarde encore plus loin dans cette évolution des courbes, en fait, ces courbes, c'est le reflet des cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch n'ont rien à voir avec ça. Vous citez, voilà. Les cycles de Milankovitch, ce sont des cycles sur les paramètres orbitaux de la Terre. Oui. Qui varient en fonction de la position des grosses planètes par rapport au système solaire. Oui, il y a l'influence des planètes, oui. Voilà, c'est les donc grosses Jupiter, planètes. Saturne, tout ça. Jupiter, Saturne et oui, Uranus même ont des influences. Uranus. Et donc ces planètes agissent sur trois choses, qui sont d'une part l'ellipsoïde, enfin l'ellipse l'orbite de la Terre, on va dire, autour du Soleil, qui est plus ou moins ovale et plus ou moins aplatie. Ça joue aussi sur l'orientation de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'éclipse. À la verticale du plan d'écliptique. Oui, alors justement, ce n'est pas la verticale. C'est pas la verticale, c'est 23 degrés, non ? Mais selon qu'on change, ça a une influence sur la température. D'accord. Et puis il y a un troisième facteur qui est ce qu'on appelle la précession, c'est-à-dire que cet axe lui-même tourne autour de lui-même, tourne autour d'un autre axe et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Et en fait, ces cycles de Milankovitch ont une nécessaire influence sur la température. Et c'est donc la température, ce que fait ressortir ce graphe, c'est en fait la température en fonction des cycles des planètes. Voilà. Et non donc, pas le CO2. Le CO2 et le méthane ne font que de conséquences. On ne peut pas imaginer quand même que les paramètres orbitaux de la Terre aient une influence sur le CO2 qui ferait elle-même monter la température. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a pas de sens. Donc, finalement, vous êtes en train d'exgénérer le CO2. Et en plus, il faut distinguer le CO2 que j'allais dire naturel et le CO2 anthropique, produit par les hommes, mais c'est epsilon. En fait, et puis ils ne sont pas différents. Ah, ils sont pas différents. Enfin bon, on peut rigoter sur le fait de la proportion de carbone 12 et de carbone 13 à l'intérieur de ces deux CO2, mais globalement, ça n'a strictement que voir. Ils se mélangent. Et puis comme on a à peu près 20% du CO2 atmosphérique qui est recyclé tous les ans dans les végétaux ou dans les océans, finalement, tout ce CO2 anthropique est remplacé par du CO2 naturel. Etc. Alors il y a des gens qui disent oui, mais quand on regarde bien, il n'y a plus que 5% de CO2 anthropique dans l'atmosphère. Oui, sauf que le CO2 anthropique, il a été absorbé par les océans et remplacé par un autre. Il n'est pas donc mesurable dans... Non, il est dans le mesurable parce qu'on sait à peu près quels sont les taux d'échange. Oui. Enfin, il n'est pas dans le mesurable, mais il est d'ailleurs dans le mesurable. Si on mesure les isotopes du carbone, on arrive à voir que ça correspond à ça. Mais c'est pas ça qui peut prouver que l'homme n'est pas coupable de l'augmentation du CO2. Et moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce débat. Il y a des gens qui rentrent dans ce débat. Oui. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. On rejette quand même beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et par rapport à ce qu'on rejette, la nature en absorbe la moitié. Oui. Et cette moitié qui reste dans l'atmosphère a fait qu'on a augmenté de 50% à peu près la proportion de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Bon, mais comme ça n'a pas d'importance... Mais voilà, c'est ça ce que vous venez de nous démontrer. Voilà, comme ça n'a pas d'importance... Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes un blasphémateur, un contestataire, mais appuyé sur des raisonnements scientifiques. Votre livre est absolument passionnant parce que le non-scientifique que je suis, et beaucoup de nos téléspectateurs me partagent, ne sont pas des scientifiques, je leur dis, on rentre facilement dans le livre, on comprend ce qui se passe, jusqu'à la page 100 à peu près. À partir de 100 à 120, là, on n'est plus scientifique, on n'est plus sur les équations. C'est un peu plus difficile. Et puis ensuite, vous revenez sur les conclusions qui sont très claires aussi. Alors maintenant, il faut parler des hommes. Il y a un certain Jean Zouzel qui fut président du GIEC. Il faut parler du GIEC. Il faut parler du GIEC. Qui est l'église du réchauffisme par excellence. C'est-à-dire que c'est le clergé de la religion réchauffiste, on va dire. Clergé qui est rattaché à l'ONU directement. C'est une création de l'ONU, le GIEC. Ça a été créé en 90. Mais c'est une création de l'ONU. Mon collègue Guy Barbet, qui est en train d'écrire aussi un livre sur le sujet, lui analyse de façon beaucoup plus profonde que moi cet aspect-là, mais c'est réellement une création. Oui, mais j'insiste sur la nécessité d'une bonne vulgarisation scientifique, c'est très important. Vous voyez, pour détruire les idoles réchauffistes, il faut quand même des éléments scientifiques qui sont dans votre livre. Alors, nous allons parler des hommes. Jean Zouzel, qui fut président donc, du GIEC, co-président, oui. Et puis Al Gore. Alors, le film d'Al Gore... Le film d'Al Gore, ça c'est autre chose. Lui, c'est réellement porter le catastrophisme au niveau du grand public.
Voilà. C'est-à-dire que Al Gore, dans son film, comment ça s'appelle Une vérité qui dérange, Voilà. montre un certain nombre de catastrophes. Et la force d'Al Gore, c'est que c'est un remarquable conférencier. Oui. Qui est tout, parce que son film, en fait, raconte une conférence d'Al Gore, hein, et c'est basé là-dessus, au cours de laquelle il montre un certain nombre d'images qui sont absolument dramatiques, où on montre, par exemple, que la Statue de la Liberté a de l'eau jusqu'à la taille, qui montre un certain nombre de villes sous les eaux, en disant, voilà, New York en particulier, mais enfin, énormément de villes sous les eaux, qui montre, par ailleurs, l'ours blanc va disparaître, enfin, il fait flèche de tout bois, pour démontrer dans quelle catastrophe tout ça nous entraîne. Il aurait pu s'appeler Apocalypse Now. Ça aurait pu s'appeler Apocalypse Now, absolument. Mais simplement, le titre était déjà prêt. Mais, alors, le problème, c'est que ce film a eu un énorme succès. Oui, c'est ça. Ça a eu un énorme succès. Et ça, c'est rentré dans la foule et dans la population comme du beurre. Et bon, il faut dire qu'en ce moment, comme on manque un peu de spiritualité dans la vie actuelle, c'est bien tombé. Ça a donné une façon de se dire, bah, tiens, on a une nouvelle religion et allons-y. Oui, avec son clergé, sa doxa. Absolument. Et aussi son acquisition. Et aussi son acquisition. On en parlera peut-être. La conséquence, je ne suis pas sûr qu'il l'ait mesurée. Vous l'évoquez sur la jeunesse. Oui. Moi, très franchement, je fais l'hypothèse que le refus de l'enfant aujourd'hui tient largement à ça. Oui, c'est vrai. Chez les jeunes couples. Oui. Bon, il y a d'autres facteurs, mais celui-là joue. Et celui-là peut jouer. Mais oui, il y a beaucoup d'hommes qui se font vasectomiser à cause de ça, pour ça. Oui. Et il y en a même qui vont jusqu'à Zut, le terme est en train de m'échapper. L'anthropocène. Oui, c'est-à-dire qu'ils considèrent que nous vivons actuellement une période où c'est l'homme qui modifie, la planète. Ouais. Bon, c'est une hypothèse qui est quand même pas tout à fait étayée encore. Non, mais c'est vrai qu'on fait des on modifie. Mais c'est dans l'Évangile. L'Évangile de Dieu nous a créés pour domestiquer la nature. Oui, absolument. C'est dans la Bible aussi. Hein. Dans la Bible. Voilà. Alors, je reviens à ces hommes. Notamment Jouzel et le GIEC. Ils ont quand même l'habit de la respectabilité scientifique. C'est des évêques, hein, c'est pas. Oui, mais sont-ils scientifiques? Alors, Jean Jouzel est, à ma connaissance, un homme qui est spécialisé dans l'analyse des bulles d'air contenues dans les carottages de glace. À ma connaissance, je ne crois pas que Jean Jouzel ait une compétence particulière dans d'autres domaines touchant le climat. Donc, je n'en sais rien, mais je n'ai aucune raison de le penser. Parce que vous le dites à un moment dans le livre. Le climat est une science. La science climatique est une science très polyvalente. C'est une science très polyvalente. Énormément de paramètres. Et alors, c'est ça le problème, c'est qu'en général, les scientifiques dont on parle, les chercheurs dont on parle, sont très focalisés sur un domaine. Oui. Et ont oublié les autres domaines. C'est ça. Et c'est là que je dirais la culture d'ingénieur a de ce point de vue-là une supériorité, parce qu'on reste ingénieur. Moi, j'ai des compétences dans pratiquement tous les domaines, tous les domaines techniques. Voilà. J'ai pas la compétence d'un Jouzel dans son domaine. Non, j'ai pas cette prétention-là. Mais j'ai une culture générale, je sais ce que c'est que la thermodynamique, je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionne la mécanique, je sais ce que c'est qu'une gravité, je sais ce que c'est qu'une attraction, je sais ce que c'est qu'une accélération, je sais ce que c'est qu'un échange de chaleur, un rayonnement. Alors justement, ces hommes ont eu le prix Nobel de la paix. Oui. Bon, on est content pour eux, on est content pour la paix aussi, mais qu'est-ce qu'il y a de scientifique dans un prix Nobel de la paix? Le prix Nobel de la paix est purement politique. Oui. Surtout quand vous regardez un peu les motivations du prix Nobel de la paix, ils sont récompensés pour leur mission. Voilà. Ils ne sont pas récompensés pour le fait qu'ils aient raison. C'est pas Ah oui, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est un honneur qui leur est envoyé au titre de leur mission, mais pas sur les résultats. Pas sur le contenu. Le prix Nobel de la paix n'a aucune compétence pour juger du contenu technique du réchauffement climatique. Comme par hasard, les prix Nobel de physique, par contre, que vous citez aussi, sont hostiles aux thèses du GIEC. Oui, alors pas tous, mais il y en a deux qui font partie de l'association Clintel, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est une association initiée par les Hollandais, par les Pays-Bas. L'un qui fait partie des créateurs et l'autre qui est un des derniers prix Nobel, qui a rejoint l'association, qui est d'ailleurs un des plus motivés, qui est Glaser, et qui parle en particulier des nuages en disant que le GIEC ne sait pas du tout comment fonctionnent les nuages. Et si on ne sait pas comment fonctionnent les nuages, on ne sait pas comment fonctionne le climat. Ah oui, donc en effet...
Alors, le GIEC s'appuie sur la fameuse courbe de Mann. Oui, donc la courbe dont on parlait au départ, la courbe, voilà. Courbe en crosse de hockey. Crosse de hockey. Bon, parce que tout d'un coup, ça se met à monter. Ça se met à monter, absolument. Mais cette courbe présente quelques défauts, dites-vous. Elle ne tient pas compte de l'âge glaciaire, ni du réchauffement médiéval. Et vous dites à un moment que, de toute façon, à partir du moment où on fait des moyennes, ça n'est pas scientifique. Oui, alors on ne peut pas... Moi, si je vous ai bien compris. Ça fait partie des discussions. J'ai eu la chance de déjeuner hier avec Richard Lindzen, qui est une sommité en matière de climatologie mondiale, qui est professeur au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Qui disait alors lui-même qu'il ne savait pas bien comment fonctionnait le climat, d'ailleurs, ça rend humble. Oui, en effet, oui. Ça rend humble. Et donc, il disait, nous, on calculait des moyennes de température. Il disait, bon, mais bon. Moi, je ne suis pas aussi catégorique. Calculer une moyenne de température, si vous mesurez toujours la même chose et de la même façon, vous arrivez à mesurer l'évolution de cette population. Après, cette population est-elle représentative ou non? Ça, c'est une autre question. Je comprends. Alors, il est clair que si vous prenez les relevés météo, parce que à l'origine, c'est ça qui sert à faire les courbes qui ont précédé les mesures par satellite. Par des relevés, par les stations de météo. Oui, bien sûr. Mais les stations de météo, aujourd'hui, d'une part... Elles ont un siècle. Quand on remonte, oui, et quand on dit il y en a un siècle, ça remonte à un siècle, en Angleterre et aux États-Unis. Oui. Il y en a très très peu. Il y en a que sur les surfaces terrestres, essentiellement dans le monde occidental. Les océans, ça fait très peu de temps qu'on mesure les températures des océans de façon sérieuse. Moi, j'avais fait un stage sur un pétrolier, on relevait la température en plongeant un thermomètre dans l'océan. Bon, on ne peut pas dire que ce soit représentatif de quoi que ce soit. Non. Donc la caution du Nobel de la paix, c'est une caution politique. Tout purement politique. Oui. En revanche, à un moment, vous dites que la notion de consensus, il y a un consensus, n'est surtout pas scientifique. La notion de consensus, d'une part, comment on fait un consensus, c'est assez simple. Si on vous pose la question, est-ce que le CO2 a une influence sur la température? Même moi qui suis sceptique, je vais vous dire oui, une petite. Oui. Je peux même vous la calculer, puisque je la calcule même dans le livre, dans le bouquin, tout, donc je peux me la calculer. Donc je ne vais pas dire que ça n'en a pas. Donc je serai classé dans le consensus. Ah oui, d'accord, vous êtes consensuel. Eh ben voilà. Si la question qui est posée, c'est de dire est-ce que vous pensez que le CO2 a une influence sur la température? Je dirais 90% ou 99% des scientifiques vont vous répondre oui. Mais est-ce que ça vous prouve qu'il faut s'alarmer pour ça? La question, elle est là. Elle n'est pas de savoir si c'est le CO2 qui est la cause ou pas la cause. On s'en fiche. La température s'élève. Est-ce que c'est dangereux? C'est ça. Fondamentalement, c'est ça la question qui est posée. Alors d'ailleurs, toujours dans cette idée d'interdiction du scepticisme, vous évoquez des événements passés, des événements scientifiques, par exemple la dérive des continents. Tout le monde était contre les thèses de Wegener. Typiquement, c'est le type même de consensus qui a été détruit. Personne ne pensait quand Wegener crée sa théorie sur la dérive des continents, ça devait être tout à fait au début du XXe siècle, c'est tout à fait au début du XXe siècle. Personne ne le croit. Personne ne le croit. Et Copernic, oui, alors c'est pareil. la même chose. Mais sur Wegener, il a fallu plus de 60 ou 70 ans pour faire accepter... pour que le consensus s'inverse. Ah oui. Et quand on peut vous parler de Copernic, de la même façon avec Copernic et Galilée, c'est exactement pareil. Et en fait, il y a progrès scientifique que contre les consensus. Vous ne pouvez pas faire de progrès si vous acceptez les consensus. Parce que le consensus vous bloque la recherche. Le consensus vous bloque. Oui, donc c'est totalement anti-scientifique. Raisonner par consensus. Le consensus, c'est une méthode de gouvernement. C'est pas une méthode scientifique. Et encore. Difficile à atteindre le consensus politique. Donc, voilà, nous avons déjà bien défriché une partie de votre livre et une partie du problème. Après avoir fait une pause, nous allons nous intéresser à l'évolution de la température, quand même, ce qui est toujours autour de l'idée que le CO2, c'est un de vos titres, c'est le gaz de la vie. Absolument. Ouais. Actuellement, quand on regarde bien, il y a des photos de la Terre prises par la NASA qui montrent que la Terre a verdi dans des proportions considérables, de l'ordre de 30% ces 50 dernières années. Eh oui. Des proportions considérables. Et on dit même, les gens qui connaissent un peu le CO2 et la végétation disent que la végétation meurt de faim
par manque de CO2. Oui, parce qu'il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de CO2 et les dinosaures pouvaient brouter beaucoup plus. Aujourd'hui, un dinosaure ne survivrait pas. Un dinosaure ne survivrait pas. Il ne pas survivre. Il n'y a pas assez de végétation. Il n'y a pas assez de CO2. On peut se passer de dinosaures, je vous le constate. C'est sur cette belle parole. Surtout que les films nous ont montré. Jurassic Park. Oui, quoi qu'ils étaient carnivores, mais les carnivores mangeaient des herbivores qui mangeaient de l'herbe. Il y a bien un cycle. Vous partez nécessairement toujours du végétal. Oui. Alors, avant de faire cette pause, il y a quand même une chose qui m'a frappé, c'est que j'ai une passion pour le végétal et j'ai planté, ça fait 40 ans que je plante. Et je constate une progression très très nette depuis 10 ans des végétaux. J'ai replanté des haies, par exemple. Ouais. Les déchets verts, ce qu'on appelle les déchets verts. Moi, j'habite dans une copropriété où il y a des déchets verts. Les déchets verts commencent à poser un problème. C'est très impressionnant. Il y a un dynamisme de la végétation qui est tout à fait... tout à fait spectaculaire et indéniable. Et j'ai donc créé en 30 ou 40 ans des puits à carbone. Et on devrait m'en être reconnaissant. Mais peu importe ma personne, ça n'est pas très important. Pause. Alors, chers téléspectateurs, en compagnie de Jacques-Marie Moran, ingénieur centralien de formation, nous abattons quelques idoles, mais d'une façon scientifique. Alors, nous allons aborder la question de la température. Bon, parce que l'évolution de cette température, vous admettez qu'elle augmente actuellement, mais que nous avons connu des canicules, mais qui sont erratiques. Quand on regarde bien, si vous voulez, la température a augmenté de 1,2 degré en 120 ans. On est sur un rythme d'1 degré par siècle. Oui. Et c'est le rythme sur lequel on continue. Il n'y a pas d'accélération notable là-dessus. 1 degré par siècle. On nous dit 5 degrés en 2030. Oui, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vous dit. Mais où que vous tourniez le regard, de toute façon, on vous dit des choses que rien ne justifie. Parce que, alors d'une part, les médias sont toujours avides de la solution la plus horrible. Oui. Et la plus spectaculaire. La plus spectaculaire, voilà. Oui, ça fait vendre. Mais d'ailleurs, il faut ajouter, pardon, on ne l'avait pas dit, que Al Gore a fait un business extrêmement... derrière, oui. Son film lui a rapporté beaucoup d'argent. Voilà. Pas le film lui-même, mais ce qui... Non, mais les produits dérivés, si on peut dire. Les produits dérivés, on va dire. Voilà. J'ai fait des spéculations sur le truc. Oui, ce que je disais sur la température, quand on regarde 1,2 degré, ça veut dire qu'il règne maintenant à Amiens la température qui régnait à Paris il y a un siècle. Bon. Ça n'a jamais tué personne. Il y a 5 degrés d'écart entre Dunkerque et Marseille. J'ai encore vu personne migrer de Marseille à Dunkerque pour des raisons climatiques. Oui. Et vous dites d'ailleurs dans le livre que, historiquement, on meurt plus de froid que de chaud. On meurt 10 fois plus de froid que de chaud. Sur Terre, il y a eu deux études qui montrent ça, une au niveau mondial et une au niveau européen, plus récente, qui montrent qu'à peu près, on meurt 10 fois plus, même dans les pays chauds. Même dans les pays chauds. C'est assez extraordinaire, mais... Ah oui, mais vous ne m'étonnez pas, j'ai eu une expérience comme cela au Sénégal, où un petit vent du Nord descendant de Mauritanie à Saint-Louis du Sénégal, peut faire du froid. On va promener en chemise comme il se doit, on est pas loin du tropique, et il s'est mis à faire froid tout d'un coup, effroyablement froid. Alors, il y avait des pauvres petits gamins, des talibés, vous savez, ils claquaient des dents, les gamins. Alors, eux, sans doute, ils devaient en souffrir. Absolument. Bref, excusez-moi pour cette aparté, mais c'est vrai qu'on peut mourir de froid dans un pays chaud. On peut mourir de froid dans un pays chaud. Donc, les gamins qui étaient en mauvaise santé, certainement... Dans ces études-là, ils parlent de Cancun, par exemple, des trucs comme ça, qui sont vraiment des pays qu'on n'imagine pas. Alors, réchauffement donc... Alors, il y a la fonte des glaces. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Alors, les glaces fondent, encore qu'on retrouve aujourd'hui l'Arctique, semble aujourd'hui avoir retrouvé le niveau qu'il avait en 2012. Oui. Donc, alors, que l'Arctique fonde, finalement, ça n'a aucune importance. Ça ouvre de nouvelles voies navigables. Ah bah oui, la fameuse route du Nord-Est. Voilà, donc ça fait plutôt faire des économies d'énergie et donc de CO2. Ah oui, donc moins de CO2. Les gens devraient plutôt être contents. Et les Russes sont contents de ce réchauffement. Et à côté de ça, ce sont des glaces flottantes. Et les glaces flottantes ne font pas monter le niveau d'eau. Ah bah oui. Quand vous mettez un glaçon dans votre whisky, s'il fond, il ne va pas faire... Ça restera toujours... Le niveau restera le même. Oui. Donc ça ne contribue pas à la montée des océans. Donc que l'Arctique fonde, finalement, tout le monde s'en fiche. On reviendra peut-être sur les ours polaires après,
Parce qu'il semblerait qu'on attribue au fait que les glaces fondent, le fait que les ours polaires diminuent. Or, la population des ours polaires est plutôt en augmentation. Oui. Ils ont été chassés énormément à un moment donné. Mais les ours polaires sont de remarquables nageurs. On ne sait pas, mais ils sont capables de nager des centaines de kilomètres. Parce qu'ils nous disent qu'ils se noient. Alors ça, non. Non, ils se noient pas plus que les phoques, pas plus que les... Non, un phoque qui se noie. Voilà. Mais les glaciers alpins, alors, par exemple. Alors, les glaciers alpins vivent alors là-dedans, mais quand vous regardez, si vous lisez un petit peu ce qu'ont écrit les glaciologues, les gens qui vivent sur place depuis des générations, ils vous disent, oui, bon, en ce moment, les glaciers remontent. Enfin, aujourd'hui, on trouve en bas des glaciers, malgré le fait qu'ils aient remonté, on trouve en bas des glaciers des troncs d'arbres. Ouais. Ces troncs d'arbres, ils n'ont pas remonté le glacier. Non. Donc il a bien fallu que les arbres poussent à cet endroit-là et qu'ensuite ils soient balayés par le glacier. Voilà. Donc, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que... Et des constructions même, des constructions médiévales de l'époque, des ponts, des choses comme ça. Du réchauffement médiéval... On a construit ça. Les glaciers avaient reculé. Oui. Et au moment du petit âge glaciaire, on faisait des processions. Les villageois qui étaient en bas des glaciers faisaient des processions pour prier Dieu que le glacier s'arrête. S'arrête, oui, s'arrête et ne détruise pas leur village. Parce que, oui, bien sûr. Donc, alors bon, pour les skieurs, c'est peut-être un peu ennuyeux. Oui. Pour le paysage, un petit peu aussi. Mais globalement, c'est pas ça qui va tuer qui que ce soit, de toute façon. Et vous dites à un moment dans le livre que finalement, les glaciers alpins ont à peu près retrouvé leur niveau sur la moraine frontale. Oui, qu'ils avaient du Moyen-Âge. Oui, à peu près, oui. Voilà. Ouais. Bon, c'est ce que disent les glaciologues. Moi, je ne suis pas glaciologue, mais c'est ce que disent les glaciologues. Il y en a tout un paquet, il y a Coutran, etc. Sur le problème, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des statistiques mondiales. Si vous prenez par exemple les incendies de forêt, sur les incendies de forêt, il y a des statistiques mondiales. Oui. Sur les événements climatiques brutaux, il y a des statistiques mondiales, même tenues par des assureurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous n'avez pas de statistiques mondiales, et donc vous êtes obligé de vous référer à des études. Sur les gens, on parlait tout à l'heure des gens qui meurent de froid, il n'y a pas de statistiques mondiales là-dessus. Ce sont 2 études qui montrent que... etc. Alors, justement, on parlait du médiatique, du spectaculaire. Alors, il y a les incendies de forêt, quand même. Alors, il y a les incendies de forêt. Au Canada, par exemple, dans les Landes l'année dernière. Alors, sur les incendies de forêt, on a des statistiques mondiales, pratiquement mondiales, et tout. Alors, les incendies de forêt ont diminué de façon absolument considérable, je veux dire, entre le début du XXe siècle et le milieu du XXe siècle. Ah oui. De façon absolument considérable. Si vous regardez les statistiques d'effondrement, il y a des statistiques qui sont tenues déjà aux États-Unis, des choses comme ça et tout. Et puis ça reste stable. Et puis à partir des années 2000, ça commence à remonter un petit peu. Puis c'est à peu près stable aujourd'hui, etc. Et les années 2000, c'est les moments où les écologistes se sont tout d'un coup dit, mais on peut pas... Pourquoi finalement les incendies ont baissé ? C'est parce qu'on a domestiqué les forêts. On les a entretenues. On les a fait un certain nombre de choses. Si vous regardez sur la Côte d'Azur, on entretient les forêts. Tout. Mais les écologistes disent non, parce que ça nuit à la biodiversité. Donc il faut arrêter d'entretenir les forêts. Donc si on ne peut pas entretenir les forêts, ça veut dire qu'on laisse la broussaille s'installer, et à partir de ce moment-là, les incendies repartent. Donc il y a toute une série de concomitants. Et c'est très, très curieux, parce que c'est vraiment le début des années 2000 où ça repart. Ouais. Et c'est à peu près stable maintenant, parce que c'est ça... L'effondrement des incendies de forêt est lié au fait qu'on a déforesté aussi. Hein. Oui, c'est voilà, certain. Sauf peut-être en France, puisque... Sauf peut-être en France, parce qu'en ce moment, c'est vrai que la population des arbres augmente en France. Hein. Nous avions, à la veille de la Révolution, nous étions à 9% du territoire en forêt, et nous sommes à 26%. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Ouais. Parce que le bois servait aussi beaucoup. Le bois servait beaucoup. Chauffage, et puis on a, même les forges. Puis on a aussi enlevé les marais, enfin asséché les marais. Il y a tout un ensemble de choses. Oui, okay. Alors, ouragan, sécheresse, inondation, pour vous, c'est le niveau des océans qui peut poser problème. Voilà, si on prend les gros, ce qu'on appelle les événements climatiques énormes, qui sont les ouragans, typhons, etc., on n'a pas d'évolution marquée. Et ça c'est mesuré. C'est mesuré de façon officielle. Il y a la NOAA aux États-Unis. Il y a des compagnies d'assurance qui mesurent ça également, comme etc. Donc les assurances sont les premiers payeurs s'il y a des choses comme ça. Et même le GIEC le dit.
Même le GIEC dit qu'ils n'ont jamais constaté de trucs comme ça. Ce qui n'empêche pas Jean Jouzel de venir régulièrement, chaque fois qu'il y a un événement comme ça, et tout, de dire ça n'arrêtera pas d'augmenter, maintenant il faut se préparer, ça va augmenter, etc. Ouais. On n'a pas le début d'un commencement d'une augmentation. Ouais, ça. Même chose pour la température, d'ailleurs, parce qu'on fait des prévisions, au-delà des prévisions météo traditionnelles. On nous dit en 2050 ou en 2100, mais est-ce qu'on peut prévoir vraiment à une échelle de temps aussi longue ? Ça, c'est pour moi totalement impossible. Moi, je me réfère toujours à la tendance générale, qui est de dire, depuis qu'on mesure par satellite, on prend 1 degré par siècle, on est sur une pente d'1 degré par siècle. Depuis le début, depuis 1900, on est sur une pente de 1 degré par siècle. Et puis quand on regarde les courbes, on n'a pas l'impression que ça accélère. Et c'est à peu près normal parce que la température n'augmente pas de façon proportionnelle au CO2. Elle augmente selon une racine, selon un logarithme, et une racine quatrième d'un logarithme. Quoi. C'est ce que vous... Voilà, donc... Alors, pour les matheux, la racine quatrième d'un logarithme. Voilà. En effet, c'est dans votre livre. Voilà, donc... Donc il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas de proportionnalité, c'est très très faible. S'il y avait une liaison... j'entends bien, s'il y avait une relation. Et tout, donc prévoir ça, on en reviendra peut-être sur les modèles derrière. Alors finalement, l'augmentation est une hypothèse de fonctionnement du modèle, non pas un résultat. C'est ça. Alors justement, le GIEC fonctionne par modèle. Oui. Et tout son discours s'appuie sur la notion de modèle. De modèle, oui. Alors nous allons y revenir. Mais pour l'instant, je voudrais revenir sur les océans. Parce que vous avez l'air de dire que c'est quand même un des aspects les plus... Alors, c'est un aspect... Pareil, on mesure le niveau des océans depuis le début du XXe siècle. Hein. Oui. On a des barygraphes qui remontent même à la fin du XIXe siècle, à Marseille et à Brest en particulier. Sur Brest et Marseille, on est sur un rythme, depuis qu'on mesure, on est sur un rythme d'à peu près 17 cm par siècle. Oui. 17 cm par siècle. Et on n'a pas d'accélération non plus. Alors c'est ça, c'est on n'a pas d'accélération. Donc ça n'accélère pas. Les atolls ne vont pas disparaître. Et les atolls ne disparaissent pas. Paradoxalement, les atolls gagnent en surface. Les atolls gagnent en surface. C'est pas il y a deux études. À la télévision, par exemple. Sauf sur TV Liberté. Il y a 2 études, une de Virginie Duvat, qui est membre du GIEC, et qui dit tous les atolls de plus de 10 hectares, un hectare, c'est un terrain de foot. Hein, donc, vous voyez, 10 hectares, c'est petit. Tous les atolls de plus de 10 hectares n'ont pas perdu de surface. Pas perdu de surface. Et il y a une autre étude qui dit, globalement, sur les atolls sur lesquels on a mesuré ça, on a gagné 6%. On a gagné 62 km² sur 1000 km, sur 100 km. Il y a quand même le problème des côtes. 60 km². Et alors, il y a les côtes. Alors, le problème également, un marégraphe vous mesure la différence de niveau entre la côte et la surface des océans, puisque c'est un appareil qui est amarré à la côte, avec un flotteur qui trempe dans les océans et qui mesure finalement la différence de niveau. Alors, il y a des marégraphes qui montrent une augmentation du niveau de la mer, et il y a des marégraphes qui montrent au contraire une diminution du niveau de la mer. Paradoxalement, dans les pays scandinaves, l'océan baisse. Ah bon? L'océan baisse. Dans certaines régions des États-Unis, les océans montent un peu plus vite qu'à Brest et à Marseille. Alors, sur la côte de New York, de Caroline, par exemple, il y a des attaques assez sévères. On reviendra sur l'attaque, parce que les attaques, c'est pas tout à fait la même chose. Non, moi, je parle vraiment du niveau, parce que Alors, tout ça tient au fait que les océans peuvent bouger en surface, mais les rochers, la côte sur laquelle sont assis les marégraphes peut aussi bouger, s'enfoncer ou remonter. Selon d'ailleurs ce qu'il y a dessus. Si les glaces fondent, par exemple, on a moins de poids sur la Terre, et donc la Terre remonte. On remonte un peu. Donc c'est très difficile. Alors, on mesure aussi par satellite. Et ce qu'on mesure par satellite, c'est également de l'ordre de 30 cm par siècle. Et là encore, sans accélération non plus. Alors, par satellite, moi je suis toujours un petit peu perplexe, parce que les mesures par satellite de niveau de la mer, c'est quelque chose d'effroyablement complexe et imprécis, quoi. Alors on peut mesurer le millimètre. Je dirais sur quelque chose qui ne bouge pas. Si vous aviez cette surface-là vue par le satellite, et qu'il passe toujours dessus, il vous dira toujours ce qu'elle va bouger. C'est précis. Mais mesurer des niveaux des océans, c'est comme mesurer des millimètres avec une chaîne d'arpenteur, quoi. Oui, d'accord. Je vois. Mais alors, vous avez évoqué la question des assurances, parce qu'actuellement, les assurances font quand même une assez forte surenchère. Je l'ai entendu même de la bouche d'un assureur, qui dit ceux-là, on ne les assure plus. Certaines municipalités, on ne prend plus. Alors,
Oui, Alors, c'est un autre sujet. En fait, le problème, c'est que les assurances, enfin AON en particulier, mesurent effectivement les catastrophes. En fait, AON, à mon avis, s'appuie sur les statistiques de la NOAA, qui dit que ces augmentations, ça n'augmente pas, qui disent, etc. Par contre, les coûts augmentent. Les coûts augmentent partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui construisent au milieu de la forêt en Californie. Ouais. C'est joli, vous construisez votre villa en plein milieu de la forêt, c'est quand même très joli, parce qu'on va construire dans des zones inondables, parce que, etc. Nos grands ancêtres moyenâgeux savaient très bien où il ne fallait pas construire. Donc, ils évitaient. Tandis que là, maintenant, et en plus, on a beaucoup plus de construction. Oui. On a des routes, on a des choses comme ça, on a beaucoup plus de ponts, beaucoup plus de routes, et tout. Donc, à chaque fois, ça fait, en termes de coûts, c'est plus important. Donc les assureurs, oui, en effet. Voilà, et donc, comme il y a des villages qui se font inonder tous les ans, l'assurance dit, écoutez, moi je veux plus assurer, construisez ailleurs. Quoi. Oui, les assureurs s'assurent. Les assureurs s'assurent, oui. Alors, au terme de cette réflexion, il faudrait que nous abordions maintenant cet ensemble très complexe que nous avons évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle la science climatique. La science climatique. Alors, la science climatique, c'est... Qu'est-ce que c'est la science climatique ? Alors, il y a deux façons d'aborder les choses. Il y a, je crois, une classification des climats qui dit qu'il y a dénombré, je ne sais plus, je crois 31 climats différents sur Terre. Les climats continentaux, le climat océanique, tempéré, etc. Méditerranéen, de subtropical en réalité. Voilà, exactement. Ouais. Bon. Ce climat-là, moi, je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse dans le climat, c'est de dire, globalement, est-ce que la Terre, qu'est-ce qui cause, finalement, les variations de température, globalement, de la surface de la Terre, puisque c'est là où nous vivons aussi. Oui. Et tout. Et donc, on a la chance... alors, le GIEC parle d'effet de serre. L'effet de serre, oui, alors l'effet de serre. L'effet de serre, ça n'a rien de technique. Enfin, quand vous regardez une serre, elle fonctionne bien parce qu'il n'y a pas de... Dans une serre, on empêche la convection. Donc alors, on empêche la convection. C'est-à-dire le retour de... Voilà, on empêche le vent. Voilà, on empêche le vent. Donc on n'a pas ce système de refroidissement de l'intérieur de la serre. Et on empêche également la condensation, puisque quand l'eau se condense, eh bien, elle s'évapore, elle se recondense sur la vitre et elle retombe. Voilà. Donc on n'a pas de variation. Donc en fait, une serre, elle est sous cloche. L'effet de serre atmosphérique dont on parle, ce serait, selon le GIEC, un retour de rayonnement, du rayonnement de la Terre donc la Terre rayonnerait du rayonnement solaire, oui. Rayonnerait des infrarouges, qui seraient arrêtés par la vapeur d'eau, les gaz à effet de serre qu'on appelle, qui renverraient eux-mêmes du rayonnement, qui réchaufferaient la Terre. Oui. Bon, cette théorie-là, elle peut pas tenir la route pour une raison simple, c'est que si on regarde ce que ce serait capable de renvoyer l'atmosphère à partir de ce que la Terre lui renvoie, on n'arrive toujours pas à avoir un bilan équilibré et à avoir des températures qui conviendraient. Donc ça marche pas, ce truc-là. Donc le GIEC là-dedans nous embobine. Ah oui. C'est clairement, le GIEC et les tenants du GIEC qui essayent de nous expliquer ça nous embobinent. Ça peut pas marcher comme ça. Donc ça marche d'une autre façon, ça marche par le fait que la Terre reçoit à peu près, je vais te citer des chiffres, mais c'est juste pour s'agréer, reçoit à peu près du Soleil, au niveau du sol, en moyenne, 160 watts par mètre carré. 160 watts par mètre carré, bon, vous voyez une lampe de 100 watts, ça ferait 2 lampes de 100 watts par mètre carré qui réchaufferaient le truc. Mais elle ne peut, ce rayonnement, elle ne peut en renvoyer qu'une toute petite partie, je vais dire d'ordre de 20 à 25%, parce qu'il y a les gaz à effet de serre qui les bloquent. Qui empêche ce rayonnement de repartir. Donc si la surface de la Terre reçoit plus de rayonnement qu'elle ne peut en renvoyer, nécessairement elle va s'échauffer. Ben voilà. Ouais. Et c'est ça. Alors, on peut le comprendre. On peut le comprendre et tout. Alors elle peut s'échauffer, et quand on regarde ça et qu'on dit jusqu'à combien ça pourrait s'échauffer, s'il n'y avait pas d'autres phénomènes, ça pourrait monter à plus de 100 degrés. Oui, alors qu'est-ce qui fait que ça ne monte pas ? Et qu'est-ce qui fait que ça ne monte pas à plus de 100 degrés ? C'est qu'on a deux phénomènes qu'on appelle des phénomènes régulateurs, qui sont d'une part l'évaporation. Oui. L'évaporation renvoie à elle seule la moitié de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Voilà. La moitié, plus de la moitié. Et l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, des arbres, etc. Voilà, exactement. Et la convection. La convection qui refait monter ce qu'on appelle de la chaleur sensible. L'évaporation, pour dire quelque chose, il faut 500 fois plus d'énergie pour évaporer 1 gramme d'eau que pour le monter d'1 degré. Ah oui. Donc c'est pas quand l'eau s'évapore, ça vous fait vraiment du froid. Ouais, d'accord. Et puis il y a un complément par la convection qui fait remonter de l'air chaud à l'intérieur de l'atmosphère en créant des courants ascendants qui remontent. Donc tout ça, et c'est comme ça que ça s'équilibre. C'est-à-dire que si la température
augmente à la surface de la Terre, il y a plus d'évaporation. L'évaporation, c'est 7% par degré. C'est pas rien. C'est vraiment, c'est énorme comme système de régulation. 7% par degré. Donc, si vous prenez 1 watt par mètre carré de différence, qui est à peu près ce que dit James Hansen, qui a été l'un des originaires de la truc, il dit au niveau du sol, un doublement du CO2 apporterait 1 watt par mètre carré. Prenons ce watt par mètre carré. 1 watt par mètre carré, si je le convertis en évaporation, ça fait qu'en fait, on monterait de la température de 0,17 degrés. Ouais. Voilà. Et c'est un calcul mathématique qu'un enfant de 10 ans peut faire. Donc c'est de la règle de 3. Hein, n'est pas... Oui. Quoique, aujourd'hui, la règle de 3. Bon. C'est vrai. Alors, ne soyons pas méchants. Oui, mais, moi, à mon époque, on savait faire les règles de 3 en CM1, quand même. Oui, et c'était quasiment un réflexe. C'était carrément un réflexe. C'est ça, on n'apprenait pas la règle, mais on savait faire. Voilà. On savait faire une proportionnalité. Voilà. Alors, donc... Le système ne peut pas s'emballer non plus. Le système ne peut pas s'emballer parce que le système de régulation est plus puissant que le système qui ferait augmenter l'effet de serre, on va dire. Hein, appelons-le toujours l'effet de serre, puisque c'est... Donc le GIEC nous trompe et le GIEC se trompe et il nous trompe. Alors, cette théorie du GIEC, du rebond et du retour, elle date du premier rapport du GIEC qui date de 90. Ouais. Hein, à l'époque où, d'ailleurs, comment il s'appelle, Mal n'avait pas encore sorti sa courbe de température, et qu'on voyageait encore sur les courbes de Lambe, qui montraient bien l'optimum médiéval. Oui, on le voyait. On voyait. Oui. Voilà. Donc maintenant, ça a été oublié. Et depuis, le GIEC n'en parle plus de sa théorie. Ah oui. Moi, je recherche chaque fois dans les rapports du GIEC, je ne vois plus aucune trace d'une théorie qui justifierait que la température augmente, thermodynamiquement. Et donc, le GIEC dit, maintenant, c'est les modèles. Voilà. Oubliez la thermodynamique. Il fonctionne sur les modèles. Et on va faire des modèles. Voilà. Et alors, comment sont faits les modèles? Les modèles, ce sont les mêmes programmes que les programmes qui permettent de voir la météo. De prévoir la météo. On prévoit la météo aujourd'hui à 7 jours, 10 jours dans le meilleur des cas. Oui, 10 jours dans le meilleur des cas. Si je peux me permettre, ces derniers mois, beaucoup de gens me font remarquer que les prévisions météo ont été hors des clous, complètement. Oui, parce que quand on est dans des régimes qui sont des régimes extrêmement variables, comme actuellement, c'est très difficile d'être précis. C'est très difficile de prévoir. Quand vous êtes dans un régime anticyclonique, pardon, c'est facile de prévoir. Oui. Il y a du soleil aujourd'hui, il y aura du soleil demain. Oui. Donc, l'anticyclone est là. L'anticyclone est là, et en plus, c'est un système stable. Donc, la modélisation du climat n'est pas la science du climat. Ce n'est pas la science du climat. Ce n'est pas la science du climat. Et quand vous faites des modèles, moi j'ai travaillé dans le domaine nucléaire où on modélise beaucoup de choses. On modélise les résistances au séisme, on modélise ce qui se passe dans un générateur de vapeur, par exemple le niveau d'eau dans un générateur de vapeur ou des choses comme ça. On s'appuie d'abord sur une expérience. Oui, bien sûr. On s'appuie d'abord et on valide par une expérience et ensuite on extrapole à partir de l'expérience. C'est les principes de Claude Bernard. C'est les principes de base de base de la modélisation. Ouais. Donc aujourd'hui, sur les modèles, on a des modèles météo, mais si on cherche à prévoir le temps qu'il fera dans 50 ans, les modèles météo ne vous apportent rien. D'une part, vous êtes obligé d'agrandir les mailles de telle sorte que vous incluez nécessairement la totalité des nuages dedans, enfin que vous ne pouvez rien faire. Alors vous avez une conclusion quand même sévère, parce que vous dites, et comme le GIEC ne peut pas admettre ces conclusions, qui condamneraient son existence, il nous demande maintenant de nous remettre exclusivement à ces modèles. À ces modèles, voilà. C'est quand même invraisemblable. C'est totalement invraisemblable. Nous ne sommes pas dans une démarche scientifique. Mais c'est ce que disait Gilles de Gel. Il dit, en fait, finalement, du fait que ça sorte d'un ordinateur, tout le monde y croit. Mais oui, mais ça, c'est le culte de la machine. La puissance de la machine. Du calcul. La puissance du calcul. Et alors, il y a des choses qui ont été amusantes, c'est qu'il y a eu des expériences, par exemple, de calcul, en faisant tourner les mêmes simulateurs, ces programmes-là, en faisant changer la température d'1 milliardième de degré dans la condition initiale. Oui. Et en regardant ce qui se passait 50 ans exactement, à la seconde près, 50 ans après, on a des choses complètement erratiques. Complètement erratiques. Il y a c'est pas du tout... Donc quand on dit, ça permet de savoir s'il y aura une sécheresse à cet endroit-là ou là, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Fondamentalement, on n'en sait rien. Alors... Nous avons constaté les impasses scientifiques du GIEC. Ouais. Elles sont beaucoup plus développées dans votre livre et étayées scientifiquement. Mais, alors, il y a peut-être des théories alternatives. Il y a des théories alternatives. Dont vous faites l'inventaire, d'ailleurs. Il y en a une, par exemple, c'est ce que moi j'aime bien citer, celle de Svendsmark. Celle de Svendsmark est une théorie qui dit, il y a des rayonnements cosmiques
font qu'on a des particules sur lesquelles les gouttes de glace peuvent s'agglomérer, on va dire. Oui. Avoir des débuts de choses. Et selon l'incidence du Soleil, ces particules existent ou n'existent pas. Et donc, ça facilite ou ça facilite pas l'existence des nuages. Voilà. Et les nuages ont une influence énorme sur ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la capacité, enfin la proportion de rayonnement solaire qui est réfléchie par la Terre et qui donc ne contribue pas finalement. Elle est purement et simplement réfléchie, donc elle ne contribue pas au fonctionnement du climat de la Terre. D'accord. Elle n'existe pas, c'est comme si elle n'existait pas. Et ça a une énorme influence là-dessus, parce que l'essentiel de l'albédo vient des nuages. Voilà. Il y a aussi, comme alternative, il y a l'idée de cycle. Et il y a des cycles qu'on a déjà vu. On a déjà vu, les cycles de Milankovitch, etc. Il y a des théories de Courtillot là-dessus. Alors, qui sont... Vincent Courtillot, c'est intéressant parce que c'est un contemporain de notre génération, c'est un physicien français, professeur émérite de géophysique à l'université Paris Diderot. Oui, bon, excusez du peu. Qui, oui. Directeur de l'Institut de physique du globe, la physique du globe. Oui. Bon. Eh bien, son analyse, alors, mathématiques, on épargnera nos téléspectateurs, mais les conclusions, c'est que finalement... finalement, finalement, ce sont, toute proportion gardée, c'est les cycles, les paramètres orbitaux semblent avoir plus d'importance que simplement les grandes variations. Ce que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Le fait que l'écliptique est un petit peu mouvante. Voilà, elle est plus ou moins ronde ou plus ou moins ovale. Voilà, et à un niveau, je dirais, plus faible de variation, eh bien, on peut avoir des variations comme ça. Et en plus, Courtillot va même un peu plus loin en disant que ça a une influence même sur le fonctionnement du Soleil. Oui, alors, le Soleil... Le Soleil, voilà, exactement. Donc, alors, moi, je ne sais pas ce que valent ces théories. Ces théories n'ont jamais été... Je n'ai pas les compétences pour en juger, mais ces théories existent. Voilà. Ces théories existent. Et il faut en tenir compte. Et il faut en tenir compte. Il faut en débattre. Et voilà. Et le GIEC, qui a les moyens, devrait se plonger là-dedans. Mais malheureusement, le GIEC, dans sa charte... Il y a beaucoup de moyens. Il a beaucoup de moyens. Et le GIEC, dans sa charte, a dit non. Le réchauffement climatique est dû au CO2 d'origine humaine. Point barre. Point barre. Voilà. Ça fait partie de sa charte. Donc il ne va pas s'occuper d'une autre cause. Il n'y a rien à voir. Circuler, parce que de l'origine de la création du GIEC, le coupable, c'est le CO2. Oui. Le coupable, c'est le CO2 parce que c'est l'économie. En fait, tout ça procède d'une idéologie, j'allais dire, post-marxiste, où il faut appauvrir les riches. Oui. Pour diminuer les inégalités. En conclusion, il faudra y venir. Nous avons déjà bien avancé dans le temps. Je voudrais quand même l'utopie du zéro, du net zéro. Net zéro. Ça, c'est zéro CO2 en 2050, c'est ça? Alors là, c'est... Aujourd'hui, 82% de l'énergie provient des énergies fossiles sur Terre. Oui. 82%. L'année dernière, en 2023... Jamais nous n'avons consommé autant de charbon sur Terre. Oui. Alors, ça continue de monter. C'est pas la France, c'est pas la France. C'est pas la France. Alors la France joue là-dedans pour moins de 20%. Oui, elle veut se guérir d'une maladie qu'elle n'a pas. Et qui plus est, elle n'en produit pas de CO2. Non. Et en plus, les pays occidentaux ont fini d'augmenter leur CO2 quasiment. Mais l'Allemagne, pour des raisons de comment dirais-je, de bêtises, finalement, d'erreurs stratégiques, totale, tout. Mais quand on fait des erreurs stratégiques, on aimerait bien que les autres partagent cette erreur. Voilà. Et la France, de la même façon, quand les partenaires réussissent, on aimerait bien profiter de la réussite aussi. Voilà. Bon, la France est vertueuse à cause de bien sûr, à cause du nucléaire. Alors, il y a énormément de sujets dans votre livre que nous n'avons pas traités. Par exemple, le problème de l'électricité, le problème de l'hydrogène, comment stocker l'électricité. Bon, on ne sait pas stocker l'électricité. Sauf les steppes. Oui, mais les steppes, vous stockez 2 heures d'électricité. Vous stockez pas. On turbine quand c'est pas pris, et puis on turbine quand c'est élevé. Donc ça permet d'éponger les pointes journalières. Journalière, mais ça ne permet pas de dire... C'est ce que fait EDF. C'est ce que fait EDF, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne technologie. Le nucléaire présente un défaut majeur, c'est que c'est pas souple. Ben non. Vous pouvez pas dire j'appuie sur le bouton pour baisser la production, ça marche pas. Non, surtout si vous ralentissez trop le réacteur, il va se passer ce qui s'est passé à Tchernobyl. Non. Tchernobyl, c'est quand ils ont ralenti. Oui, mais à Tchernobyl, ça n'a rien à voir parce que c'était un graphite gaz, ça n'a rien à voir. Donc c'était pas la même chose. Non, mais vous avez un problème dans les centrales nucléaires, c'est que quand vous faites descendre les barres pour freiner votre réacteur, vous avez au contraire une pointe de production. Ah oui. Donc en fait, quand vous voulez baisser, au départ, vous payez une pointe. Donc c'est très compliqué de dire je vais guider, je vais m'adapter. Vous ne pouvez pas vous adapter avec ça. Donc c'est pas souple du tout le nucléaire. Donc il faut des systèmes
souple à côté. Alors, Mais l'éolien n'est pas un système, parce que l'éolien est complètement impilotable. Vous ne Justement, pouvez pas dire je vais mettre plus de vent. alors justement, je voulais venir sur les énergies alternatives. Alternatives, ouais. Bon, le vent, les panneaux solaires. Voilà, alors, on les vous deux grands êtes domaines. iconoclaste, là. Ils ne trouvent guère grâce à vos yeux. Ben non, il faut savoir, écoutez, une éolienne, 2 fois moins de vent, c'est 8 fois moins d'électricité. Ah oui. Oui, il n'y a pas de Il n'y proportionnalité. a pas de bien sûr, proportionnalité, bien sûr. ça varie comme le cube, donc tout. Jean Covici, d'ailleurs, qui je porte pas dans mon cœur, dit la même chose, hein, donc j'ai pas Oui, de... oui. Oui, enfin, il voudrait Il dit que il dit Qu'est-ce que vous allez dire? Enfin, bêtise. il dit d'autres choses. Il dit, par exemple, que nous ne devons pas faire plus de 4 voyages Voilà. dans notre vie. 4 voyages en avion, Quel pardon. voyage en avion, oui. Bon. Bon. Qui va nous interdire de... Pas lui, toujours. Ah Enfin, bon, non, d'accord. lui, il va peut-être nous interdire, mais il va pas lui s'en priver. Ah oui, d'accord. Oui, je suis comme d'autres, oui. Alors, donc, nous n'y parviendrons pas en 2050. De toute façon, Non, c'est impossible. On peut prendre le problème comme on veut. Et alors, en plus, il ne faut pas s'imaginer que, si vous voulez, enfin, objectivement, on a tout intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise, se développe économiquement et tout. On a tout intérêt à ça. Comment voulez-vous développer? Vous pensez que vous pouvez développer l'Afrique en mettant des éoliennes et des panneaux solaires? Comment vous voulez faire fonctionner une aciérie, une aciérie ou un train électrique avec des panneaux solaires ou des éoliennes? Ah, le train s'arrête, il n'y a plus de vent. non. On est pire que sur un bateau à voile. Oui, absolument. On a des solutions. Non, mais là, c'est tellement évident. Donc et tous ces pays qui vont se développer, et il faut espérer qu'ils se développent. Bien sûr. Il faut espérer qu'ils se développent. Il y en a quelques-uns qui commencent à décoller, notamment un pays comme le Bénin, par exemple, qui se défend pas Mais mal. c'est compliqué pour eux, parce que c'est pas des vraies démocraties, ils ne sont pas matures. Il y a toujours... C'est un problème. Et quand vous avez des dictatures là-dedans, on sait très bien dans quelle poche va l'argent qu'il faudrait y consacrer. Oui. Alors, vous faites aussi un développement pour montrer que l'AFP, la télévision, l'éducation nationale complètement embrigadés. sont totalement Embrigadés. sur les thèses du GIEC. Il y a deux choses qui me paraissent, moi, le pire, qui sont, d'une part, les journalistes, parce que maintenant, il y a une charte des journalistes qui leur interdit, ou par laquelle ils s'interdisent, parce qu'ils signent la charte, ils ne sont pas obligés de la signer. Mais ils signent une charte selon laquelle ils n'ont plus le droit de mettre en cause les théories du GIEC. Et puis il y a les enfants. Moi je trouve ça c'est le truc le plus horrible, parce que maintenant on apprend aux enfants que le CO2 est un polluant dès la classe de 3e. Et ça, on se serait revenu au moment des jeunesses hitlériennes et des choses comme ça. C'est de l'embrigadement. Outre que c'est du suicide économique, parce que évidemment le programme, comme on l'a dit avec Philippe Erlin, va coûter des fortunes. Mais le rapport Pisani-Ferry dit 66 milliards par an. Bon, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais il y a autre chose. Vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Moi, j'avance l'hypothèse que... Parce que, bon, il y a des intérêts économiques, c'est vrai. Bon, Al Gore, il a fait du business. Il y a des intérêts aussi de prestige. Mais il y a quelque chose derrière qui s'appelle le contrôle social. C'est un levier puissant de contrôle social, parce que les États ne peuvent pas s'empêcher. C'est congénital d'exercer du contrôle. Une vraie soviétisation de l'économie, où maintenant, non seulement on nous dit ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais on nous dit également ce qu'on devrait avoir comme besoin. Voilà, c'est ça. C'est comme besoin et comme pensée. Comme besoin et comme pensée. Au-dessus d'eux s'élève un pouvoir immense et tutélaire. Que ne peut-il leur ôter la peine de penser, le souci de vivre? C'est pas de moi, c'est de Tocqueville. Nous sommes en 1830. Il avait tout vu. Eh bien... Jacques-Marie Morane, je vous remercie pour ces éclairages que vous avez faits. Je recommande votre livre qui se lit avec facilité, je le répète. C'est un livre d'ingénieur, de scientifique, mais il est très abordable. Climat et CO2, décryptage d'une manipulation. Comment transformer un optimum climatique en catastrophe économique. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie moi-même. Chers téléspectateurs, à très bientôt.